On nous a menti toute notre vie sur le 19e siècle. Croyez-vous vraiment qu'à une époque où le cheval était le principal moyen de transport et l'électricité considérée comme un tour de foire, l'humanité ait soudainement acquis la capacité de déplacer des montagnes? Nous regardons des photographies en noir et blanc et acquiesçons docilement, acceptant la version officielle de l'histoire. Mais il suffit d'activer la pensée critique un instant. Il suffit de prendre une calculatrice pour que tout le château de cartes de la science académique commence à s'effondrer. Aujourd'hui, nous allons examiner l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de l'humanité. Il s'agira d'un objet qui a modifié la carte géopolitique du monde et a été la cause d'innombrables guerres et manipulations financières. Le canal de Suez. On nous dit qu'il a été creusé par des paysans égyptiens avec des houes et des paniers tressés. On nous dit que c'est le triomphe de l'ingénierie française du milieu du 19e siècle. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Le canal de Suez n'a pas été construit. Il a simplement été déterré. Mettons de côté les manuels scolaires et regardons les faits bruts. La date officielle de début des travaux est 1859. La fin, 1869. 10 ans. La longueur du canal est de 160 km. Sa largeur à la surface de l'eau, jusqu'à 350 mètres. Et sa profondeur, 20 mètres. Vous imaginez seulement ce volume. Les sources officielles se contredisent, mais même selon les estimations les plus modestes, le volume de terre excavé s'est élevé à 75 millions de mètres cubes de sable et de roches. 75 millions. Essayez de réaliser ce chiffre. Si l'on chargeait ce sable dans des wagons de chemin de fer standard, le convoi ferait plusieurs fois le tour du globe le long de l'équateur. Et on nous propose de croire que tout cela a été fait à la main, sans engins lourds, sans convoyeurs, dans les conditions d'un désert absolu, où il n'y a ni eau, ni nourriture, ni abri contre le soleil brûlant. Les historiens affirment qu'1,5 million de personnes ont travaillé sur le chantier. 1,5 million de fellahs, qui y ont été amenés de force. D'accord, admettons. Mais où sont les traces de leur passage? Où sont les baraquements pour 1,5 million de personnes? Où sont les montagnes de déchets, de céramique, les restes d'outils? Tout chantier, même le plus rudimentaire, laisse derrière lui une couche culturelle. Ici, une propreté stérile. Mais le plus effrayant n'est même pas cela. Le plus effrayant, c'est la logistique. Une personne a besoin d'au moins 3 litres d'eau par jour pour simplement ne pas mourir dans le désert en effectuant un travail physique intense. Multipliez 1,5 million par 3. Cela représente 4,5 millions de litres d'eau douce quotidiennement. Chaque jour, pendant 10 ans. Comment cette eau était-elle acheminée? À dos de chameau? Dans des outres? La source d'eau douce la plus proche, le Nil, se trouve à des centaines de kilomètres. On nous dit qu'un canal d'eau douce spécial, le canal d'Ismaïlia, a été creusé à cet effet. Mais voilà le problème. Sa construction n'a été achevée qu'en 1863. Et comment ont-ils vécu et travaillé les 4 premières années? Ont-ils bu du sable? Jetons un œil aux photographies de l'époque. C'est sans doute la preuve la plus accablante du mensonge. À l'époque de la construction du canal, la photographie était déjà suffisamment développée pour immortaliser le processus. Et que voyons-nous sur les clichés? Nous voyons une étendue d'eau longue et parfaitement plane. Nous voyons des navires naviguer tranquillement sur le canal. Mais nous ne voyons pratiquement pas le processus même de cette construction grandiose. Où sont ces fourmilières humaines? Où sont les milliers de charrettes? Sur les rares clichés présentés comme des scènes de construction, nous voyons quelques dizaines de personnes grattant paresseusement le sable sur fond d'un chenal gigantesque déjà prêt. Ils ressemblent non pas à des bâtisseurs créant un ouvrage mégalithique, mais à des archéologues dégageant des sédiments. Ils semblent perdus face à la grandeur qu'on leur attribue. Faites attention aux berges. Lorsque vous creusez une tranchée, où mettez-vous la terre?
Exactement. Vous la rejetez sur le bord, formant un talus. Mais sur les photos du canal de Suez, les berges sont plates. Il n'y a aucun déblai de terre correspondant à 75 millions de mètres cubes. Où est passé le sable? S'est-il évaporé? Ou quelqu'un l'a-t-il soigneusement évacué? Mais où et avec quels moyens? La version officielle prétend que la terre a été transportée par des chameaux et des ânes. Sérieusement? Imaginez une caravane capable d'évacuer 75 millions de mètres cubes. C'est une absurdité mathématique. Même si chaque habitant de l'Égypte de l'époque, y compris les nourrissons et les personnes âgées, avait pris une corbeille, il n'aurait pas pu faire face à un tel volume en 10 ans. C'est physiquement impossible. De plus, le fond du canal, par endroits, n'est pas seulement du sable, mais des roches calcaires dures. Il fallait les piocher. Avec quoi? Des pioches? La dynamite, à l'échelle industrielle, n'était pas encore utilisée avec une telle virtuosité à l'époque. Et il n'y a aucune trace de travaux d'explosifs sur les vieilles photos. Les parois du canal sont parfaitement lisses, comme si elles avaient été coupées par un laser géant ou une fraiseuse, une technologie que nous ne possédons même pas aujourd'hui. Et c'est ici que nous abordons la question principale, que les historiens évitent soigneusement. Qui a réellement conçu cette merveille? Ferdinand de Lesseps, un diplomate français, sans aucune formation d'ingénieur? On nous dit qu'il possédait simplement un don de persuasion et qu'il a réussi à lever des fonds. Mais qui a fait les calculs? Où sont les plans? Où sont les schémas hydrauliques complexes des écluses et des dénivelés? Ils n'existent pas, ou on ne nous les montre pas. On a l'impression que de Lesseps et son équipe sont arrivés sur un site déjà prêt. Ils savaient où creuser. Plus précisément, ils savaient où il suffisait d'enlever le sable emporté par le vent pour découvrir une ancienne artère créée par une civilisation qui nous surpassait en niveau de développement. Regardez les vieilles cartes. Sur les cartes des XVIIe et XVIIIe siècles, bien avant la construction officielle, un détroit est déjà indiqué à cet endroit. Parfois il est discontinu, parfois il est plein d'eau. Les cartographes du passé n'étaient pas des idiots, ils dessinaient ce qu'ils voyaient. Le canal existait. Il a été ensablé lors d'une catastrophe mondiale inconnue de nous. Le même événement qui a enseveli les rez-de-chaussée des bâtiments du monde entier sous la boue et le limon. Le même événement qui a effacé de la surface de la Terre les villes de Tartarie. Le canal de Suez n'est pas une nouvelle construction du XIXe siècle. C'est l'héritage d'un monde antédiluvien que les nouveaux maîtres de la vie se sont simplement appropriés, inventant une fable sur des millions de paysans avec des paniers. Mais si c'est le cas, une question encore plus effrayante se pose. Pourquoi cette mystification était-elle nécessaire? Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Nous avons trouvé un ancien canal et nous l'avons restauré. Parce que cela aurait détruit toute la chronologie. Cela aurait montré qu'avant nous, des gens vivaient ici, possédant des technologies leur permettant de modifier le paysage de la planète à leur guise. Cela aurait poussé les gens à poser des questions. Où est passée cette civilisation? Et ne serons-nous pas confrontés au même sort? Mettons de côté les émotions et tournons-nous vers la logique ingénierie sèche qui, comme on le sait, ne tolère pas la falsification. L'histoire officielle tente de nous convaincre que la majeure partie des travaux a été réalisée par des paysans égyptiens avec des paniers tressés. Imaginez la physique de ce processus. Vous êtes debout jusqu'aux genoux dans la boue liquide ou le sable brûlant. Vous remplissez un panier qui pèse une vingtaine de kilogrammes. Vous le soulevez sur votre épaule et montez une pente sablonneuse jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 5 étages pour en vider le contenu. Et cela des milliers de fois par jour. Mais n'importe quel ingénieur vous dira que le sable sec s'effrite sous un angle de 30 degrés. Il est impossible de creuser une tranchée de 20 mètres de profondeur dans le sable avec des bords verticaux sans renforcer les parois. Le sable ne ferait que retomber, peu importe combien vous en retirez. C'est un travail de Sisyphe. Pour que le canal conserve sa forme, les berges devraient être renforcées avec du béton ou de la pierre.
où une méthode complexe de pales planches aurait dû être utilisée. Méthode qui n'existait tout simplement pas à cette échelle au milieu du XIXe siècle. Cependant, si nous regardons les premières photographies ou lithographies, nous voyons des berges parfaitement lisses, comme coupées au couteau. Aucun glissement de terrain, aucune roche émiettée. Cela contredit les lois de la physique des corps granulaires, à moins que ce ne soit pas du sable. Et si les bâtisseurs n'avaient pas creusé, mais dégagé un sillon déjà existant, dont les parois auraient été vitrifiées ou renforcées par une technologie antique que nous ignorons? Il existe une théorie selon laquelle le lit du canal a été tracé il y a des milliers d'années, en utilisant des technologies transformant le sol en un monolithe. C'est pourquoi les berges tiennent depuis des siècles et ne nécessitent pas de réparation majeure, ce qui serait inévitable pour un simple fossé de terre. Les sources officielles affirment que dans les dernières étapes de la construction, les Français ont apporté des machines merveilleuses, des dragues à vapeur et des excavatrices. On nous montre des gravures représentant ces monstres, de longs conduits par lesquels la terre était censément transportée. Mais regardons les caractéristiques techniques des machines à vapeur des années 1860. Le rendement de ces installations était négligeable. Elles nécessitaient une quantité monstrueuse de charbon et d'eau douce pour les chaudières. Où sont les dépôts de charbon? Où sont les citernes d'eau pour les machines? Sur les photographies, nous voyons le désert. Aucune infrastructure pour l'entretien d'une armada de machines. De plus, la productivité de ces dinosaures mécaniques, même selon les rapports papiers les plus optimistes de la Compagnie du Canal de Suez, ne pouvait pas assurer le rythme de travail qui a soudainement augmenté au cours des 2 dernières années avant l'ouverture. Les statistiques montrent une étrange anomalie. Les 7 premières années, le travail a pratiquement stagné. Puis, comme par magie, en 3 ans, un volume a été réalisé qui aurait nécessité des décennies. Les historiens expliquent cela par l'introduction de la technique. Mais les mathématiques disent le contraire. Pour extraire les millions de mètres cubes de terre restants en si peu de temps, ces excavatrices à vapeur auraient dû travailler à la vitesse des moissonneuses atomiques modernes, sans tomber en panne, ni s'arrêter une seule seconde. C'est techniquement impossible pour le XIXe siècle. C'est comme affirmer qu'on peut franchir le mur du son avec une calèche en fouettant très fort les chevaux. Cela signifie que le volume de travail était fictif. Le canal était déjà là. Il suffisait de le remplir d'eau. Et c'est là qu'apparaît un autre fait, soigneusement passé sous silence, la géologie de l'isthme. On nous parle de sable, mais les cartes géologiques montrent que des crêtes rocheuses de calcaire et de gypse se trouvent sur le tracé du canal, notamment dans la région du seuil d'Elgisre et de Sérapéum. Avez-vous déjà essayé de creuser une roche calcaire avec une houe, ou même avec le godet d'une ancienne excavatrice? C'est une roche monolithique. Pour la traverser, il faut des travaux de forage et de dynamitage. Où sont les registres d'achat de centaines de tonnes d'explosifs? Où sont les mentions de milliers de mineurs? Il n'y en a pas. Il n'y a que des mentions vagues de découpe manuelle. Découper un passage dans la roche de 100 mètres de large et 20 mètres de profondeur à la main, c'est un travail pour une civilisation de géants, pas pour des fellahs exténués. Si l'on regarde des images satellites de ces zones aujourd'hui, on voit que la coupe dans la roche présente des traces d'usinage, mais pas chaotiques comme celles laissées par des explosions, mais lisses, comme si la roche avait été coupée comme du beurre. Il y a un autre point qui démolit la version officielle. Ce sont les soi-disant lacs amers. Ils font partie du canal. On nous dit que c'étaient des dépressions salées asséchées qui ont été remplies d'eau. Mais l'hydrologie de ces lacs indique qu'ils ont toujours fait partie d'un système aquatique unique reliant les mers. Le fond de ces lacs présente un relief complexe, rappelant des chenaux artificiels. Qui et quand les a creusés? La nature aurait-elle accidentellement créé au fond d'un lac asséché un canal de navigation idéal de la profondeur requise? C'est absurde. Nous sommes confrontés au fait que l'ensemble du projet du canal de Suez n'est pas une construction,
mais une restauration. C'est une opération archéologique mondiale, déguisée en exploit d'ingénierie du siècle. De Lesseps n'était pas un ingénieur génial. Il était le gardien d'un secret. On lui a remis des cartes d'un monde qui existait avant la catastrophe. Rappelez-vous comment le monde a été soudainement atteint par l'égyptologie au XIXe siècle? Napoléon a emmené toute une armée de scientifiques et d'artistes en Égypte. Pourquoi? Pas seulement pour les pyramides, qu'on peut simplement regarder. Il cherchait quelque chose de précis. Il cherchait des voies de communication, d'anciennes artères de transport qui pourraient être réactivées pour obtenir le pouvoir sur le commerce mondial. Suez est la clé. Celui qui contrôle le passage de l'Europe à l'Asie contrôle le monde. Et pour s'approprier cette clé, il fallait effacer le souvenir de ses véritables créateurs. Il fallait convaincre l'humanité qu'avant le XIXe siècle, il n'y avait là qu'un désert sauvage et des nomades. Mais les artefacts crient le contraire. Les ouvriers tombaient constamment sur d'étranges découvertes. Dans les rapports des ingénieurs, on trouve des mentions de cimetières antiques, d'estiges de murs et de céramiques trouvées à des dizaines de mètres sous le sable. Comment la céramique a-t-elle pu se retrouver à 20 mètres de profondeur? Cela n'est possible que dans un seul cas. Si cette couche de terre a été déposée instantanément, à la suite d'un gigantesque flux d'eau et de boue. Nous revenons une fois de plus au thème du déluge, du cataclysme argileux qui a reformaté la surface de la planète très récemment. L'isthme de Suez est la scène d'un crime où les preuves sont sous les yeux de tous. La science officielle appelle cela une couche culturelle. Mais une couche culturelle s'accumule de quelques millimètres par an et n'ensevelit pas les villes et les canaux sous une couche de plusieurs mètres d'argile. Ce qui a été déterré sous l'apparence d'un canal, c'est une partie de l'infrastructure antédiluvienne. Peut-être le même système mondial unique qui comprenait les forteresses étoilées et les tunnels souterrains traversant les continents. Si l'aspect technique de la question soulève des doutes, l'histoire financière et démographique de la construction du canal de Suez n'est plus de simples incohérences, c'est un aveu flagrant. Comme on dit, suivez l'argent et vous trouverez la vérité. On nous raconte une histoire touchante de souscription publique, de la manière dont de simples rentiers français ont apporté leurs économies pour soutenir un grand rêve. Mais regardons les chiffres. Le capital initial de la compagnie s'élevait à 200 millions de francs, une somme gigantesque pour l'époque. Mais au moment de l'achèvement des travaux, les dépenses avaient dépassé ce montant de plus de 2 fois et atteint près d'1 demi-milliard de francs. D'où vient cette différence? L'Égypte, étant à l'époque formellement une partie de l'Empire ottoman, a été littéralement pillée. Le souverain d'Égypte, Saïd Pacha, puis son successeur Ismaïl Pacha, ont été contraints non seulement de fournir une main-d'œuvre gratuite, mais aussi de financer la majeure partie du projet, s'endettant lourdement auprès des banques européennes. Ce fut la première opération de l'histoire moderne d'asservissement global d'un État entier par le biais d'un projet d'infrastructure. Mais le plus intéressant ici, c'est le comportement de la Grande-Bretagne. Tout au long de la première phase de construction, Londres était catégoriquement opposé au canal. Les ingénieurs britanniques, y compris le célèbre Robert Stevenson, ont publiquement déclaré que le projet était techniquement irréalisable en raison des différences de niveau des mers et des ensablements constants. Ils l'ont qualifié d'escroquerie. Le Premier ministre Palmerston a tout fait pour saboter les travaux. Et puis, l'inexplicable se produit. En 1875, 6 ans seulement après l'ouverture, la Grande-Bretagne rachète subitement la majorité des actions du canal aux souverains égyptiens ruinés. La transaction est conclue en un éclair. L'argent, 4 millions de livres sterling, est fourni par la maison bancaire Rothschild. Pourquoi acheter une escroquerie techniquement irréalisable à un tel prix? La réponse est simple. Les services de renseignement britanniques ont compris que les Français ne construisaient pas, mais déterraient. Quand il est devenu clair que l'ancienne artère existait réellement et fonctionnait, la Grande-Bretagne ne pouvait pas permettre à ses rivaux
de contrôler la principale écluse de la planète. Ils n'ont pas acheté des actions, ils ont acheté l'accès aux technologies de l'ancien monde. Revenons maintenant aux gens. La démographie est une science exacte, et elle ne laisse aucune pierre sur pierre du mythe du 1,5 million de travailleurs. La population totale de l'Égypte au milieu du XIXe siècle était, selon diverses estimations, de 4 à 5 millions de personnes, y compris les femmes, les personnes âgées et les enfants. Si vous retirez 1,5 million d'hommes valides pour le chantier du siècle, qui reste dans les champs? Qui cultive le pain? Qui nourrit le pays? Une telle ponction de main-d'œuvre aurait dû provoquer une famine totale en Égypte, qui aurait décimé la population. Mais les chroniques de l'époque ne rapportent pas d'extinction massive due à la famine pendant ces années. Cela signifie que ce 1,5 million de travailleurs n'y était tout simplement pas. Ce chiffre est une fiction, inventée pour justifier des budgets colossaux et la durée de 10 ans d'une construction qui, en réalité, était une opération de nettoyage et de déminage. Et c'est là que nous abordons le sombre sujet des victimes. L'histoire officielle rapporte pudiquement qu'environ 120 000 personnes sont mortes pendant la construction. La cause principale, le choléra et la dysenterie. 120 000 cadavres. Où sont leurs tombes? Un cimetière aussi gigantesque ne peut être caché. Il aurait dû être découvert par les archéologues. On aurait dû le rencontrer lors de l'élargissement du canal au XXe siècle. Mais aucune fosse commune de constructeurs du canal n'a été trouvée. Où sont passés les corps? Ou peut-être n'y en a-t-il pas eu du tout? Et le chiffre des pertes a-t-il été lancé pour expliquer pourquoi aucun des constructeurs n'est rentré chez lui et n'a dit la vérité sur ce qu'ils y avaient vu? Et ce qu'ils ont vu, très probablement, ce n'était pas du sable, mais les ruines de structures majestueuses qui sortaient de terre. Il existe une autre théorie, plus effrayante. Et si les épidémies avaient réellement eu lieu, mais pas de choléra? Et si, lors du déblaiement de l'ancien lit, les travailleurs avaient ouvert des volumes hermétiques, ou étaient tombés sur les restes d'armes de la guerre qui a détruit la civilisation précédente? Des maladies étranges, fauchant des milliers de personnes, auraient pu être la conséquence du mal des rayons ou d'empoisonnement par des produits chimiques inconnus, conservés dans les couches inférieures du sol. Cela expliquerait pourquoi le chantier était si souvent interrompu, et pourquoi les observateurs extérieurs y étaient si peu volontiers admis jusqu'à la fin. La zone du canal était une zone de quarantaine. L'apothéose de ce spectacle fut l'inauguration du canal en novembre 1869. Ce n'était pas seulement une célébration, c'était une bacchanale des vainqueurs. L'élite européenne fêtait l'appropriation de l'héritage des dieux. L'opéra Aïda, que Giuseppe Verdi aurait écrit pour l'occasion, est en réalité plein de significations cachées sur la chute de l'Égypte ancienne et le départ des anciens dieux. Une flottille de dizaines de navires a traversé le canal si facilement, comme s'ils y avaient navigué pendant des siècles. Aucune complication, aucun échouement. Ce qui aurait été inévitable pour un chenal fraîchement creusé et non testé. Les profondeurs étaient connues à l'avance. Les cartes étaient entre les mains des capitaines avant même que la première excavatrice ne touche le sol. Le canal de Suez est devenu un instrument de reformatage du monde. Il a détruit les anciennes routes commerciales, ruiné des milliers de marchands qui transportaient des marchandises autour de l'Afrique ou par voie terrestre à travers la Russie. Ce fut un coup porté à l'économie de l'Empire russe et de la Grande Tartarie, dont les fragments résistaient encore au nouvel ordre mondial. Le canal a coupé l'Orient de l'Occident, transformant l'Afrique en une île facilement contournable. Ce fut une incision géopolitique au scalpel. Mais le plus important, il est devenu la preuve que l'histoire a été réécrite. Car si l'on admet que le canal a toujours été là, il faut aussi admettre qu'avant nous, il existait sur Terre un réseau de transport mondial unifiant les continents. Qui étaient donc ces bâtisseurs du passé, capables de découper des continents comme un gâteau? Et pourquoi trouvons-nous les traces de leur activité non seulement en Égypte, mais aussi au Panama, à Corinthe et en Chine?
Partout les mêmes volumes de terre impossibles. Partout l'absence de machines. Et partout, des histoires obscures de milliers de travailleurs morts. C'est la signature de la même force qui nettoie la planète après une catastrophe, s'appropriant les miettes de grandeur qui ont survécu. Le canal de Suez n'est pas un cas isolé, ni une chance accidentelle pour des aventuriers français. Si vous pensez que c'est le seul chantier impossible de l'époque, vous vous trompez lourdement. Il suffit de lever un peu la tête et de regarder le globe pour qu'une régularité effrayante s'offre à vous. Comme sur commande, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une construction fiévreuse de gigantesques ouvrages hydrauliques commence partout dans le monde. Le canal de Panama, le canal de Corinthe, la reconstruction du Grand Canal de Chine, des travaux à grande échelle sur les voies navigables d'Amérique du Nord et de Russie. Partout le même scénario. Des gens arrivent avec des pelles, creusent la terre, puis on nous présente des coupes cyclopéennes dans les montagnes et des lits de rivières parfaitement droits de milliers de kilomètres de long. Et partout les mêmes étrangetés apparaissent. Absence d'engins lourds sur les photos, mortalité colossale et incohérence entre les volumes de terre excavés et les délais. Regardez le canal de Corinthe en Grèce. Ses parois sont des falaises abruptes de près de 80 mètres de haut. On nous dit qu'il a commencé à être creusé sous l'empereur Néron et qu'il a été achevé au XIXe siècle. Regardez les photographies de ce canyon. Croyez-vous vraiment que ces parois parfaitement verticales dans la roche dure ont été taillées au ciseau? C'est une coupe mécanique. Et une coupe avec un outil qui n'effrite pas la pierre, mais la retire par couches ou l'évapore. Et encore la même histoire. Le canal a été simplement achevé. Il était déjà là, comme une gigantesque fissure reliant deux mers. Mais qui aurait pu créer une telle fissure artificiellement? Seule une civilisation pour qui la pierre était un matériau aussi malléable que la pâte à modeler pour nous. Et le canal de Panama? Et encore notre vieille connaissance, Ferdinand de Lesseps, le même qui aurait construit Suez. Il arrive au Panama avec les mêmes plans et tente de reproduire le tour. Mais là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Officiellement, à cause du paludisme et des malversations financières. Mais il existe une version selon laquelle au Panama, les destructions de l'ancien lit étaient bien plus graves qu'en Égypte. Là, il ne s'agissait pas seulement de dégager du sable, mais de restaurer des écluses détruites par des mouvements tectoniques. Les Français n'ont tout simplement pas compris à quoi ils étaient confrontés, et leurs technologies primitives se sont avérées impuissantes face aux ruines d'un système mégalithique. Plus tard, les Américains ont simplement tout fait exploser à la dynamite et ont coulé du béton, enterrant à jamais les restes d'anciens mécanismes qui, peut-être, régulaient le niveau de l'eau entre les océans. Tout cela suggère que le canal de Suez n'est pas seulement une artère de transport pour les navires. C'est un élément d'un système énergétique planétaire. Pensez-y, le canal relie la mer Rouge et la mer Méditerranée. Ce sont deux réservoirs gigantesques avec des salinités, des températures et des densités d'eau différentes. Lorsque vous les reliez par un chenal direct, un puissant flux d'échanges ioniques se produit. C'est une pile géante. L'hydrodynamique du canal est telle qu'il crée un courant constant sans aucune pompe. Est-il possible que les anciens bâtisseurs aient utilisé cette différence de potentiel pour générer de l'énergie? Une énergie qui alimentait non pas des ampoules, mais la biosphère même de la région? Il existe une hypothèse selon laquelle le système de canaux à travers le monde servait aux terraformations. Ces artères aquatiques étaient le système circulatoire de la planète, régulant le climat. Rappelez-vous que le Sahara n'a pas toujours été un désert. Sur les vieilles cartes, on y voit des villes florissantes et des rivières abondantes. Et si l'ensablement du canal de Suez avait été la cause de l'assèchement de l'Afrique du Nord? L'eau a cessé de circuler, l'échange d'énergie a été perturbé, et la région florissante s'est transformée en un désert mort. Et lorsque le canal a été déterré au XIXe siècle, ce fut une tentative des nouveaux maîtres de relancer l'ancienne machine.
Mais ils l'ont utilisé de manière primitive, seulement comme une route pour leurs bateaux à vapeur, sans comprendre la véritable fonction de cet appareil complexe. Nous nous comportons comme des sauvages qui ont trouvé un smartphone et l'utilisent pour casser des noix. Cette prise de conscience est troublante. Nous vivons sur les ruines d'un monde qui était infiniment plus complexe et harmonieux que le nôtre. Nous sommes fiers de nos gratte-ciel et de nos iPhones, mais nous ne pouvons même pas reproduire la maçonnerie des quais des canaux de Saint-Pétersbourg ou de Kronstadt sans utiliser de polymères et d'armatures. Nous sommes une civilisation parasite qui s'est installée dans la maison vide des géants. Nous utilisons leurs routes, leurs fondations, leurs canaux, mais nous nous attribuons ces réalisations, inventant des histoires sur le génie de l'ingénierie du 19e siècle. On ne nous a pas seulement privés d'histoire, on nous a privés de la compréhension du fonctionnement de notre planète. On nous a servi une physique primitive et une histoire bancale pour que nous ne devinions jamais que l'eau n'est pas seulement liquide et la pierre n'est pas seulement un minéral. Ce que nous appelons la révolution industrielle était en réalité une période de pillage. Nous avons trouvé des dépôts de technologies survivantes, trouvé des plans et commencé à copier ce que nous pouvions comprendre et à détruire ce que nous ne pouvions pas comprendre. Le canal de Suez est un monument à notre ignorance et en même temps, la plus grande preuve que nous ne sommes pas les premiers ici. Et apparemment, pas les plus intelligents.